La conjugaison française, un vrai casse-tête. On est d'accord. Mais si, pour une fois, au lieu de juste mémoriser des listes, on se demandait pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Aujourd'hui, on ne va pas faire un cours de conjugaison classique, non. On va explorer les différentes cartes que les grammairiens ont dessinées pour essayer de s'y retrouver dans ce véritable labyrinthe. C'est un voyage dans les coulisses de la langue, pour comprendre sa logique cachée. C'est la question, n'est-ce pas? La question que toute personne qui apprend le français s'est posée au moins une fois. Et en fait, cette complexité, ce n'est pas du hasard, c'est un système. Pour le piger, il faut voir ça comme une grande énigme, un puzzle. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est justement regarder les différentes solutions que les experts ont imaginées pour l'assembler. Alors voici le programme. On va d'abord bien définir le problème, ce fameux puzzle. Ensuite, on regardera la méthode classique des 3 groupes, celle de l'école. On verra vite ses limites, ce qui nous amènera à découvrir d'autres approches, bien plus malignes, proposées par les linguistes. Et à la fin, on se demandera laquelle est la plus utile. C'est parti ? Ok, alors c'est quoi exactement ce puzzle? Eh bien, la conjugaison, c'est simplement l'ensemble de toutes les formes qu'un verbe peut prendre. La bonne nouvelle, si on veut, c'est que cette liste est fermée. Heureusement, on ne peut pas en inventer de nouvelles. Et chaque forme sert à exprimer des infos précises. Le temps, le mode, la personne, etc. Pour y voir plus clair, on peut déjà séparer tout ça en 2 grandes familles. D'un côté, les formes simples, comme « je mange », de l'autre, les formes composées, comme « j'ai mangé ». Et là, attention, il y a un truc essentiel à comprendre. Les formes composées, c'est en fait la partie facile. C'est super régulier. Le vrai bazar, le vrai défi, il est caché dans les formes simples. Alors, face à ce chaos apparent, les grammairiens ont proposé une première carte. Une carte que tout le monde connaît, le fameux classement en 3 groupes. C'est la base de ce qu'on apprend à l'école. Une première tentative de mettre de l'ordre en se basant sur un critère qui a l'air tout bête. Le principe est hyper simple. On regarde la fin du verbe à l'infinitif et hop, on le met dans une case. Pour le premier groupe en ER et le deuxième en IR comme finir, ça se tient, ça marche plutôt bien. Mais le gros problème, eh bien, c'est le 3e groupe. Et c'est là que cette bonne vieille carte commence à nous lâcher. Le terrain de la conjugaison est bien plus complexe que ce que ce plan en 3 parties laisse penser. Alors regardons d'un peu plus près où sont les failles. Cette citation, elle dit tout. Un véritable fourre-tout. Ce n'est pas vraiment un groupe en fait, c'est le tiroir de bric-à-brac de la grammaire. On y a jeté tous les verbes qui ne rentraient pas dans les 2 premières cases. Résultat, aucune logique d'ensemble. C'est juste un cauchemar à apprendre par cœur. Mais le pire, c'est que ce système nous empêche de voir des liens logiques évidents. Prenez partir et battre. A priori, rien à voir, non? Eh bien si. Leur conjugaison est construite sur le même modèle. Il y a une alternance entre une base courte, je pars, je bats, et une base longue, nous partons, nous battons. Le classement traditionnel les sépare alors qu'ils fonctionnent pareil. Et le problème inverse existe aussi. Le système met dans le même sac des verbes qui n'ont rien en commun. Par exemple, résoudre et coudre sont tous les 2 en ER. Mais regardez, je résous, nous résolvons. Je couds, nous cousons. Ça n'a juste rien à voir. Ça crée une confusion énorme. Bref, on voit bien qu'il fallait une autre approche. Passons donc à une 2e carte beaucoup plus scientifique. C'est l'approche des linguistes structuralistes. Eux, ils ont dit « stop ». On oublie l'infinitif écrit, ça nous embrouille. Leur idée, c'est de se concentrer sur ce qu'on entend vraiment, sur les bases orales du verbe. Alors, une base ou un radical, c'est quoi? C'est le squelette du verbe, ce qui reste quand on enlève la terminaison. Un verbe régulier n'en a qu'une. Mais, et c'est là que ça devient génial, la clé pour comprendre les verbes dits irréguliers, c'est de réaliser qu'ils ont juste plusieurs bases. Regardez comme c'est logique. Prenons le verbe boire. On part de nous buvons. La base, ici, c'est buve. Eh bien, cette même base va servir à construire tout un tas d'autres formes, l'imparfait, nous buvions, ou le participe présent, buvant. D'un coup, on voit apparaître des règles très cohérentes, là où on ne voyait que du chaos. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il est beaucoup plus rigoureux. Il explique vraiment comment la machine fonctionne. Il permet de ranger tous les verbes en 7 classes bien nettes. Le problème, c'est que c'est un peu complexe à présenter dans un manuel scolaire. Et pour que ça marche, il faut souvent mettre de côté les temps comme le passé simple, qui sont un peu plus tordus. Allez, on découvre une 3e et dernière carte. Et celle-là, elle est peut-être la plus révolutionnaire de toutes. C'est l'approche du linguiste Harald Weinreich. Lui, il change complètement de perspective. Il ne classe pas les verbes par leur forme, mais par leur fonction. À quoi servent-ils quand on communique pour de vrai? Weinreich analyse les temps selon 3 dimensions. D'abord, la perspective temporelle. Passé, présent,
futur. Ensuite, le registre. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un dialogue, d'un commentaire, ou plutôt dans une histoire, un récit? Et enfin, le relief. Est-ce que l'action est au premier plan ou à l'arrière-plan, comme un décor? Et ce tableau, il est juste génial pour visualiser tout ça. Il montre que le passé composé et le passé simple ne sont pas juste deux temps du passé. Ils appartiennent à des mondes différents. Le passé composé, c'est le passé du commentaire, de l'oral. Le passé simple, c'est celui du récit, de l'écrit. Pareil pour l'imparfait. Ce n'est pas un autre passé, c'est le temps de l'arrière-plan du récit. Cette carte ne dit pas comment conjuguer, elle dit pourquoi on choisit un temps plutôt qu'un autre. Alors, après ce parcours, on en revient à la question de départ. Face à ces différentes cartes, laquelle est la meilleure? Eh bien, comme pour de vraies cartes, la réponse est simple, ça dépend du voyage qu'on veut faire. En résumé, le système traditionnel, c'est la carte routière de base, parfaite pour débuter. Le système structural, c'est la carte de géologue pour ceux qui veulent comprendre les mécanismes profonds. Et le système de Weinreich, c'est le plan de transport, idéal pour les lecteurs et les écrivains, car il montre les connexions dans un texte. Chaque carte a son utilité. Et on termine sur cette réflexion. Tous ces systèmes sont des tentatives brillantes de mettre sur papier quelque chose qui est vivant, qui évolue. Bien sûr, aucune carte ne sera jamais une copie parfaite du territoire, mais c'est en les superposant qu'on commence à percevoir toute la richesse, la profondeur et même la beauté de cette complexité qu'est la conjugaison française.